disons, quand j'ai commencé à étudier la science comme objet social, j'avais toujours une vision très distanciée de mon objet. C'est-à-dire que moi, je suis formé en gros en sciences sociales, j'étudie un objet et je ne suis pas un activiste. Je ne veux pas prendre part. Et le plus je suis loin, le plus je peux développer des connaissances intéressantes. À un moment donné, je pense que comme chercheur, on a une certaine responsabilité d'aller changer les choses, compte tenu justement qu'on a des conséquences, des connaissances, pardon, sur notre objet. Donc, il faut absolument que je mette la main à la pâte pour améliorer la société en fonction de ce que je sais. Et je prends de plus en plus de rôles comme celui-là, donc en étant directeur scientifique de la plateforme Érudit, en siégeant sur des conseils d'administration, etc. Mais je serais prêt à faire plus. Donc, vraiment, à un moment donné, là, puis je le sens que ça bouille un peu en moi, j'ai l'impression que l'action sociale va peut-être m'appeler davantage. Bienvenue au 10e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme, j'adore faire parler les autres et ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Je retrouve aujourd'hui un ancien collègue et ami de longue date, Vincent Larivière, 42 ans. Nous nous sommes connus comme étudiants en sociologie des sciences à l'UQAM il y a 25 ans. Ma carrière a pris un chemin plutôt tortueux, mais la sienne s'est poursuivie en ligne droite. Il est devenu professeur en sciences de l'information à l'Université de Montréal et passe le tiers de son temps à donner des conférences à l'étranger. Il est aussi père de 2 grands-enfants et accro à la course à pied. Au fil de l'entrevue, Vincent partage avec candeur ses réflexions sur la beauté et les limites de la carrière de professeur-chercheur au Canada. Il parle aussi de l'impact d'avoir eu des enfants au début de la vingtaine alors que plusieurs d'entre nous ont attendu plus longtemps. Il se demande s'il ne travaille peut-être pas un peu trop et on examine comment sa vision de sa propre mortalité a évolué au fil du temps. Merci de partager ce moment avec nous. Vincent Larivière, bienvenue à La Quarantaine. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir d'être là aussi. J'aimerais qu'on commence en parlant de ton quotidien, juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est la vie de Vincent Larivière? C'est quoi les différents rôles que tu as? Ben écoute, la journée, elle peut commencer de plein de façons. Parce que, au cours des 5-6 dernières années, j'ai voyagé beaucoup. Je pense peut-être autour de une journée sur 3, disons 30%, un tiers de mon année qui est à l'étranger ou à l'extérieur de Montréal, à tout le moins. Mais si je suis à Montréal, la journée typique commence en ouvrant la radio. Donc, moi, je suis un fan d'actualité. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Donc, je me lève le matin, j'ouvre Radio-Canada, puis j'ai déjà une idée de ce qui se passe. Puis en termes de déjeuner, je suis assez conservateur, je déjeune toujours la même affaire. Donc, la journée commence à peu près toujours de la même façon. Si je suis à Montréal, si je ne suis pas à Montréal, ben là, je me réveille en gros dans une chambre d'hôtel, puis je me prépare à aller donner une conférence. Et puis là, ma journée, je n'ai pas tellement le contrôle sur ce qui va se passer en fonction de où je me trouve. Mais c'est sûr que la pandémie a un peu changé le déroulement des journées en ce sens. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, je répète ce que plein de gens ont déjà dit, mais historiquement, je m'en allais au bureau, puis là, la journée commençait avec des interactions informelles qui n'étaient pas structurées par une plateforme nécessairement. Oui, j'avais peut-être des réunions sur Skype qu'on utilisait à l'époque, mais aujourd'hui, je dois dire que si je suis à Montréal, puis en fait, même si je suis à l'étranger, ma journée commence probablement par une réunion sur Zoom à 8 heures ou à 9 heures. Et là, cette plateforme-là va structurer ma journée et j'en suis peut-être plutôt tanné. Peut-être. Peut-être. Et qu'est-ce que c'est, ces réunions-là? Qu'est-ce que tu fais dans ta job au jour le jour? J'ai plusieurs chapeaux. Donc, moi, a priori, je suis professeur d'université. Donc, dans ma définition de ce que je vois comme étant un prof d'université, je fais beaucoup de recherche, je mène des projets. Donc, j'ai une programmation de recherche qui est assez vaste avec des gens d'un peu partout dans le monde. Et donc, on a beaucoup, puis je vais essayer de pas trop répéter, mais trop de réunions pour essayer de voir l'avancement des projets, ce qui font en sorte que, les projets n'avancent pas nécessairement parce qu'on est toujours en train de discuter de l'avancement. Donc, on pourrait dire que c'est mon chapeau principal, mais j'ai aussi une fonction, on pourrait dire, un peu plus administrative, où je suis à la fois directeur scientifique d'une plateforme de revues savantes. Donc, les chercheurs, les chercheuses, quand ça découvre des choses, ça doit diffuser. Historiquement,
les revues savantes étaient détenues par des petites sociétés savantes. Il y a beaucoup d'éditeurs commerciaux qui ont racheté tout ça. Moi, je dirige une plateforme qui est à but non lucratif, qui vise à diffuser la recherche principalement québécoise dans les sciences sociales et humaines. Donc, j'ai quand même un certain rôle administratif dans tout ça. Puis j'ai aussi un poste de vice-recteur associé à l'Université de Montréal à la planification et à la communication stratégique. Et donc, quelques unités qui me contactent régulièrement pour avoir mon avis sur plein de choses par rapport à ces enjeux. C'est un gars pas mal occupé. Oui. J'ai plusieurs choses à faire, mais en même temps, il y a une très, très grande liberté qui est rattachée à tout ça. Hein. Quand je faisais mon bac en STS à l'UQAM, Brigitte, tu te souviens, je regardais les profs d'université puis j'étais fasciné par le fait qu'il n'y avait pas de patron. Puis j'ai dit, je veux cette job-là. Puis bon, je vis très bien avec des patrons par ailleurs, parce qu'on en a toujours un peu quand même des patrons ou des gens dont l'opinion est importante pour nous, puis qui vont donc guider nos choix au quotidien, puis bon, à une échelle plus large. Mais il y avait une liberté qui était rattachée à cette job-là que je trouvais exceptionnelle, qui est à certains égards aussi épeurante. Parce que moi, mon identité d'humain, elle est indissociable de mon poste de prof. Bon, peut-être un peu trop, on reviendra sur ces aspects-là plus tard, mais c'est sûr que si je n'avais pas ça, je ne sais pas trop ce que je ferais. Là. Mais donc, cette liberté-là, elle peut faire peur, puis elle peut avoir des effets négatifs, évidemment, parce qu'il n'y a jamais de bout, il n'y a jamais de fin. Ce n'est pas une job de 9 à 5. Tu vas travailler autant que tu as le goût, puis tu vas prendre autant de projets que tu as le goût. Il n'y aura pas un chat, sauf des amis proches, puis peut-être ta famille qui vont dire « Hey, là, t'arrêtes. T'en fais trop, tu n'as pas besoin de faire ça. » Mais si tu as faim, puis tu as un gros appétit, tu peux en prendre beaucoup. Justement, on va revenir à la question de la liberté universitaire. Je ne parle pas de la liberté académique de publier ce qu'on veut, mais de la liberté qui est implicite dans le travail de professeur. Mais parlons pour un petit moment de tes autres rôles qui ne sont pas celui de professeur. Eh bien, je suis papa d'enfants. Mon rôle de papa a changé beaucoup au cours des dernières années. Donc, moi, mes enfants sont quand même assez grands. J'ai un garçon de 18 ans, une fille qui va avoir 15 ans dans quelques semaines, dans 2 mois. Et évidemment, mon rôle a changé énormément. Quand les enfants sont jeunes, comme papa, tu fais des choses. À partir d'un certain âge, les enfants n'ont pas besoin de toi de la même façon. Et donc, tu dois trouver une façon d'interagir avec eux différemment. Donc, j'essaie d'être un pas trop mauvais papa. Évidemment, j'ai lu les différents volumes du Guide du mauvais père de Guy Delisle. Puis bon, je pense que c'est un bon exemple pour moi. Mais bon, donc oui, je suis papa. J'essaie d'être un conjoint un peu présent le plus que je peux. J'ai des croûtes à manger sur ce front-là. Là. Disons que le travail m'a beaucoup pris. Puis j'essaie aussi, plus je vieillis, d'être un fils approprié. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas tout le temps. Ou à tout moi, je ne pensais pas tout le temps. Mais quand mes enfants ont commencé à avoir moins besoin de moi, tu sais, ma fille, elle venait toujours me voir, elle était toujours collée sur moi. Je l'amenais pour sa fête de 11 ans, je l'amenais à Paris pour suivre un cours. On était vraiment, vraiment proches. Puis là, à un moment donné, elle vieillit, puis évidemment, c'est normal, elle fait autre chose. Puis papa, c'est plus la personne la plus formidable du monde. Papa, c'est quelqu'un qui est dans la maison, qu'elle aime bien, mais ça n'a pas le même rôle. Puis en fait, penser, je dis, ouais, ça me brise un peu le cœur, mais bon, j'ai probablement brisé le cœur de ma mère aussi, à un moment donné. Puis c'est ça. Fait que j'essaie d'être un fils qui appelle davantage, qui donne des nouvelles, essayer d'aller passer du temps avec ma mère en particulier, avec mon père aussi, mais surtout avec ma mère qui... C'est-tu qu'elle en a plus besoin que mon père? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle me le dit. Ou j'en entends parler davantage. Elle l'apprécie. Oui, ça, c'est clair qu'elle l'apprécie. Puis bon, à 42 ans maintenant, il y a quand même... Moi, je peux dire que j'avais faim dans ma trentaine, puis dans ma vingtaine, j'avais des objectifs qui étaient clairs, je voulais être prof. En fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon bac, je disais, il faut absolument que je fasse une maîtrise. Quand j'ai fait une maîtrise, il faut que je fasse un doc absolument. Puis là, je pensais que quand je finirais mon doc, ben, je resterais, je ne voudrais pas être prof. Non, là, tu as toujours un peu plus faim. Là, en toute franchise, j'arrive à un moment où j'ai encore faim, mais je dis, j'ai mangé beaucoup aussi par ailleurs. Et donc en théorie ou dans un monde idéal,
mon autre 40 qui vient va peut-être être un peu plus calme, ou je l'espère peut-être être un peu plus calme, mais on ne sait jamais. Peut-être que je vais voir un plat un peu plus loin que je vais vraiment vouloir aller goûter. Ouais. J'aime la façon dont tu en parles. J'avais jamais pensé à toi. C'est ni un compliment ni une insulte, c'est neutre, mais j'avais jamais pensé à toi comme quelqu'un d'ambitieux. Mais je pense est-ce que c'est ça que tu veux dire quand tu dis l'appétit? Oui, ben, c'est bizarre parce que je suis pas. Oui, je pense que je suis ambitieux. Je pense que ça prend une certaine ambition pour faire ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai toujours été très intentionnel dans tous les choix que j'ai faits. Je pense que j'ai été énormément chanceux dans la vie. On a besoin de chance, il faut travailler, mais le travail n'est pas toujours une condition suffisante pour atteindre certains buts. Donc, je pense que j'ai été très, 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 très chanceux. Et donc, oui, je voulais être prof, mais j'avais toujours une idée, bon, si je ne suis pas prof, je vais faire autre chose. Ce n'était pas des trucs qui étaient absolus. Mais ouais. Puis j'ai peut-être pilé sur des orteils en chemin. Mini parenthèse, ma mère me raconte toujours l'histoire de la fois où j'ai brisé 2 orteils à une de ses amies quand j'avais 2 ans. Donc, je sais que j'ai brisé des orteils peut-être au sens propre et figuré dans ma vie. Mais ouais, j'essaie de pas trop faire ça. Est-ce qu'il y a, on reviendra sur les orteils cassés, peut-être les regrets ou la fierté Ouais. qui y sont associés. Dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie? Moi, je te connais un peu comme un athlète aussi. Oui, non, ça c'est intéressant. Donc, j'ai toujours fait du sport quand j'étais jeune. J'ai joué beaucoup au soccer, beaucoup au basketball. J'allais à la patinoire du coin, mais jamais joué dans du hockey organisé parce que c'était trop cher pour la famille, mais c'était aussi un peu trop dangereux, là. Mon père me raconte encore l'histoire où on est allé au tournoi à Tombe de Repentigny où j'habitais à l'époque. Et pendant le premier 10 minutes, il y a 2 enfants de mon âge qui sont sortis sur des civières blessés. Puis là, mon père m'a regardé et a dit c'est hors de question que tu joues au hockey organisé. Puis mon père, pourtant, avait joué au hockey longtemps, il était très, très bon. Et donc oui, j'ai beaucoup joué au hockey. Mais à partir de on peut dire, la fin du cégep désorganise le sport à plein de niveaux. On sait que bon, les filles arrêtent de faire du sport au début de l'adolescence. Les gars qui en font, c'est peut-être un peu plus tard. Mais avec la rentrée à l'université, j'ai comme un peu délaissé le sport, organisé à tout le monde, mais je continuais à aller prendre le ballon, puis aller jouer au hockey dans le dos, des trucs comme ça. J'ai beaucoup mis l'emphase sur la nourriture et le vin. Donc, je suis devenu, je voulais tout goûter, tant du point de vue de la bouffe, tant du point de vue du vin. Pendant mon doctorat, je peux dire merci au CRSH qui a financé une part importante de ma collection de vin. Puis rendu à la mi-trentaine, je dis, bon, ben, c'est pas mal cool tout ça, mais boire du vin beaucoup, c'est peut-être pas ça qui va me faire vivre un autre 40. Puis on pourrait revenir sur les wake-up calls que notre corps peut nous donner. Mais je me suis dit, tiens, je vais courir. J'avais vu un gars courir. Je dis, Chris, moi aussi, je suis capable de courir. Puis je me souviens, j'étais aux îles de la Madeleine. J'avais pas de souliers de course, pas de short, donc j'avais mis costume de bain puis des vieux espadrilles. Je vais essayer d'aller courir ce tour du bloc-là. Puis là, j'avais fait un 5 km. Ah, OK. Ben, ça a marché, je ne suis pas mort. Je suis retourné le lendemain. Puis là, je peux dire que la course à pied structure une grosse partie de mes journées et de mes semaines. Si je ne cours pas 40 km dans ma semaine, je suis misérable. Ma semaine, elle est ratée. Donc, j'ai beaucoup de culpabilité là-dessus. C'est peut-être pas la meilleure chose du monde, mais à tout le moins, au moins, ça me fait courir. Mais idéalement, je cours 50. Puis si je cours 60 dans ma semaine, je dis OK, ça, c'était une bonne semaine. Donc ça a pris une importance vraiment, vraiment très grande. J'ai beaucoup moins d'anxiété. Je pense que je suis meilleur dans ce que je fais en partie grâce à ça. Ça a des implications collectives sur la famille puis sur le travail aussi, en ce sens où ben là, je suis désolé, il faut que j'aille courir pendant 2 heures. Fait que je ne travaille pas, mais dans l'ensemble, c'est positif. Puis disons que j'ai une très, très mauvaise journée au travail où il n'y a rien qui marche. Si je suis allé courir, je me dis, bon, ben, OK, j'ai toujours, au moins, j'ai eu ça. Puis l'autre élément aussi, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a rien que je ne peux pas faire.
Dans le sens où si un de mes amis me dit hey, on va-tu grimper cette montagne-là? Je dis, ben oui, parce que je sais que je suis capable. On va-tu faire telle affaire? On va-tu faire du ski dans les Alpes? Il n'y a comme rien que je ne peux pas faire physiquement à cause que je suis en forme et que je cours de façon régulière. Donc, non, c'est vraiment juste du positif. Je pense, en grande partie du positif. J'allais te demander, est-ce que la culpabilité, c'est quand tu cours le 40 km ou quand tu ne le fais pas? C'est quand tu ne le fais pas. Écoute, non, ça c'est clair. Si je ne le fais pas, c'est terrible. Ou si je me blesse, là, je suis catastrophé. Là. Mais ça aide plein de choses. Demain matin, hier j'ai couru 18 km. Demain, je vais aller en courir peut-être une vingtaine en montagne. Mais ça fait en sorte qu'à soir, je ne boirai pas 2 bouteilles de vin. Tu comprends? Je pense que c'est une bonne affaire aussi. Là, ça réoriente les choses d'une façon appropriée. Puis par rapport au vin, il y a eu c'est intéressant parce que je compare, disons, ma vie de jeune adulte avec celle de mes parents. Moi, la vision que j'ai de mon père à 30 ans, il boit un petit 7-Up, là. Il ne boit pas. La vision que mes enfants ont de moi à 30 ans, c'est papa, il boit un verre de vin. Fait qu'il y a eu comme une démocratisation de l'alcool qui s'est faite en disant boire du vin, c'est civilisé, c'est correct, ça ne fera pas de mal à personne. Il y a peut-être un peu de banalisation dans tout ça. Là. J'ai l'impression qu'on va un peu revisiter cet élément-là dans les prochaines décennies. Puis ça, c'est très, très culturel. Là. Tu vas dans d'autres pays, puis tu bois 2 coupes de vin, tu tabarouettes. Calme-toi les nerfs, alors que si tu bois 2 verres de vin au souper, tu le vendredi, puis toutes ces affaires-là où on a complètement banalisé ça. Bref, moi, je suis rentré là-dedans, mais j'essaie de... Je t'entends très bien. Peut-être qu'on aura la chance d'en reparler à la fin quand on va parler un peu de l'avenir de notre corps, puisque c'est notre vaisseau terrestre, n'est-ce pas? C'est le seul qu'on a en général, même si on peut remplacer quelques pièces. Vincent, j'ai vraiment apprécié ce tour d'horizon-là, puis ça me donne plein d'idées pour des questions que je veux te poser, mais j'aimerais reculer d'abord pour parler de tes origines. Mm-hmm. Je vais mettre ça très ouvert pour tout de suite, mais après, je vais sûrement te demander qu'est-ce que ça voulait dire grandir comme un petit gars de Repentigny, mais qu'est-ce que tu vois comme étant tes racines culturelles, tes racines personnelles? C'est une bonne question parce que toujours, on en fait on fait un peu toujours une réécriture, un peu comme l'histoire se réécrit, bien, on fait un peu toujours la même chose, je pense, dans notre vie. Bon, moi, mes 2 parents sont québécois francophones, élevés en ville, élevés en fait à Montréal-Nord, se sont rencontrés à Polyvalente là-bas à la fin des années, début des années 70. Dans les 2 cas, c'était des familles qui habitaient en ville depuis déjà plusieurs générations. Donc, moi, j'ai pas de ferme familiale ou quoi que ce soit là, auquel je peux me rattacher. Donc, moi, mon origine, elle est essentiellement urbaine. Maintenant, à la fin des années 70, début 80, si tu habitais en ville et que tu voulais fonder une famille, il y avait un grand pré vert de l'autre côté de l'île de Montréal qui s'appelait la banlieue et c'est là que tu allais. Donc, moi, début des années... fin des années 70, mes parents ont déménagé à Otterburn Park. Et donc, puis mon père faisait... C'est drôle, mon père faisait du porte-à-porte pour le PQ chez les anglophones de Otterburn Park. Je faisais un coup de pied dans le cul, puis pas fait gagner ben des votes, je pense. Mais bref, puis bon, ensuite, déménager à Ville d'Anjou, pas trop longtemps, donc jusqu'en 1982, et ensuite Repentigny en 1983. Et c'est là où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Mais bref, mes racines sont urbaines. Quand je me promène, j'ai un attachement profond au Québec en ce sens où on part en auto, on va dans Charlevoix, on va en campagne, rouler en auto, moi, dans l'Anaudière, j'ai des frissons partout, je trouve ça beau. C'est chez nous, mais je n'habiterai jamais à l'extérieur de Montréal. Mon identité, elle est essentiellement urbaine. Et donc, de ce point de vue-là, ce serait probablement plus facile pour moi d'habiter dans une autre métropole que d'aller habiter en campagne au Québec. Et c'est là où, bon, l'identité, c'est complexe. Maintenant, ça n'a pas toujours été mon point de vue. Je me souviens encore là, quand j'étais au bac STS à l'UQAM, pendant mon premier semestre, j'habitais encore chez mes parents à Repentigny. Et là,
une fille qui était dans ma classe qui dit bon, t'habites où? J'habite à Repentigny. Elle me regarde quand on me dit qu'est-ce que tu fais là, habiter là, blablabla. Puis moi, je ne réagis pas, j'ai compris ça après. Puis elle dit ah, moi, j'habite dans Rosemont. C'est intéressant. Puis tu vas déménager en banlieue après, quand tu vas, quand tu vas être grand. Quand tu vas grandir. En disant, voyons donc, tu dis n'importe quoi. Puis bon, étonnamment, moi, j'habite à Rosemont, dans Rosemont, puis je ne partirai jamais d'ici. Mais bref, c'est un cheminement qu'on peut faire. J'allais te demander est-ce que c'est moi, mais non, à l'époque, j'habitais dans le village parce que moi, je viens de la campagne, mais j'ai eu une transition très urbaine par la suite. Oui. Mais c'était pas moi qui c'était posé cette question-là. Non, je me souviens pas de son nom. Mais bref, pour être très franc, passer son enfance et son adolescence à Repentigny dans les années 80-90, c'était exceptionnel. Moi, j'ai eu une enfance hallucinante. Sur une petite rue pas trop passante, dans une maison bien normale que mes parents avaient payé 38 000 $, je pense, avec une piscine hors terre bien normale, donc je me servirais bien aujourd'hui, mais où en fait tout était possible. Prends ton vélo, moi je jouais au soccer, je faisais du skateboard, on partait avec notre skateboard, on allait... Notre skateboard dans le dos, le vélo, puis on prenait possession des rues comme on le voulait. Écoute, c'était exceptionnel, vraiment. La liberté, c'était la liberté. Oui, une liberté à ce niveau-là. Bon, écoute, je ne regrette rien avec une mère qui était extrêmement présente. Donc, on était encore, disons, sur ma rue. Il devait y avoir la moitié des mères qui étaient à la maison, puis l'autre moitié qui travaillait. Puis la mienne était très, très présente. C'était l'endroit de prédilection de tous les enfants de la ruelle, tous les enfants de la rue. Donc si j'arrivais un peu plus tard dans l'adolescence, à minuit avec un de mes amis, ma mère, elle se levait et elle me faisait une petite bouffe. Elle préférait qu'on soit là pour voir les amis. Évidemment, je le comprends aujourd'hui du point de vue du parent, mais ça faisait un endroit super accueillant. Mes enfants venaient voir ma mère, même si je n'étais pas là. Donc, il y a toujours eu une ambiance chez nous. J'étais content d'arriver chez nous. Là. C'était pas... j'ai jamais été mal à l'aise. Même je suis parti chez mes parents assez jeune le jour de mes 19 ans. C'était pas parce que j'étais pas bien chez nous. C'était surtout parce que le transport en commun est absolument horrible pour se rendre au centre-ville. Là. Donc, si mes parents avaient habité à Montréal à cette époque-là, je ne serais peut-être pas parti aussi jeune, mais je pense que c'était une bonne chose. Mon père m'a bien fait comprendre qu'une fois qu'on part, on ne revient pas. Oh. Donc, non, ça a pris 3 semaines, puis ma chambre était transformée en salle de couture pour ma mère. Là. C'était terminé, là. On repeinture, t'es parti. Tu as brisé le cœur de ta mère une fois en t'en allant, tu ne feras pas ça 2 fois. Là. Aïe, aïe, aïe. Et parle-moi un peu de ta transition identitaire qui vient à peu près à cette époque-là, parce que clairement, aujourd'hui, tu as une identité universitaire, académique, on pourrait dire. Parle-moi de cette transition-là entre ton enfance, ton adolescence, du petit gars dans la rue, jusqu'à la personne que tu te vois être aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que je pense qu'il y a 2 transitions. Il y en a une première qui m'amène à dire hey, je veux faire de la recherche ma vie. Puis ça m'intéresse, puis je pense que c'est un but noble. Puis c'est aussi c'est intéressant. Pourquoi on fait de la recherche? On peut vouloir changer la société, mais moi aussi, c'est le fun. C'est découvrir des choses. Là. Moi, je joue beaucoup dans les statistiques. Puis là, tu as finalement ton résultat. Là, tu peux avoir des frissons. Hey, tabarouette, c'est génial, ça. Faut que je le communique. C'est le fun de donner des conférences. Donc, moi, je donne, mettons, une 50aine, 60aine de conférences par année à différents groupes. Je suis toujours content, même si la 20e fois que je répète la même affaire, il y a encore un thrill. C'est particulièrement vrai en personne. Sur Zoom, c'est autre chose. Surtout quand les gens ont leur caméra fermée. Là, honnêtement, c'est du travail parce que c'est comme si tu donnais une conférence devant un miroir. Là, c'est assez moyen. Mais en personne, il y a une énergie qui est différente de celle de donner un spectacle. Mais il y a vraiment... C'est un peu analogue. Là. C'est une performance, oui. Oui, exactement. J'ai joué beaucoup de musique, puis j'ai fait pas mal de spectacles, puis c'est quelque chose on peut dire, de similaire. Donc, une première transition qui m'amène à devenir un chercheur, mais pendant tout mon bac, puis ma maîtrise, puis mon doc, puis même mes premières années comme prof, j'ai l'impression que je suis un underdog. Puis je l'étais peut-être, mais tu sais, moi, au bac, je n'ai pas les meilleures notes du monde. J'ai fait beaucoup de mon apprentissage en étant
impliqué dans la recherche en étant assistant de recherche. Je n'ai pas eu des grosses bourses à la maîtrise parce que mes notes de bac n'étaient pas assez fortes. Fait que j'ai toujours la perception que je suis un underdog. J'arrive à McGill pour ma thèse. Je suis le francophone qui ne parle pas nécessairement particulièrement bien en anglais. Fait que les gens j'avais l'impression à tout le monde que les gens ne me voyaient pas venir, que j'avais pas, que je n'étais pas dans l'élite de mon. Mes profs, mes parents, ce pas des académiques. Ma mère a fait un secondaire 5, mon père un cégep. J'ai personne d'académique dans ma famille. J'ai pas d'avocat, j'ai pas de médecin. Ça n'existe pas, le monde académique. Ça ne faisait pas partie du tout de ton horizon professionnel possible. Non. Moi, je rentre au bac STS pour une raison bien simple, c'est que ça fait en sorte que c'est un programme, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'allais te demander qu'est-ce que c'est le bac STS? C'est un bac en sciences, technologies et société. Donc, c'est étudier la science sous l'angle des sciences sociales. Donc, on faisait de l'économie de la science, sociologie des sciences, histoire des sciences, etc. Mais moi, donc, à l'UQAM en plus. Donc, moi, dans ce que je vois dans ce programme-là, je disais, c'est génial. Je n'ai pas à faire de choix. C'est un peu comme la continuité du cégep. J'ai des cours dans toutes les disciplines, puis c'est génial. Mais c'est le hasard. Donc, j'avais appris dans plein de places. J'ai finalement décidé d'aller là. Puis, finalement, ça a fonctionné. Mais là où je veux en venir, c'est que pendant mes premières années comme étudiant puis comme prof, j'ai l'impression, a priori, je n'ai pas d'affaires là. Fait que je n'ai jamais de pression. J'ai toujours l'impression que au pire, je me suis déjà rendu plus loin que n'importe qui. Puis là, il y a à peu près 5-6 ans, je parle avec une de mes collègues qui me dit, là, va falloir t'arrêter de jouer l'underdog. Parce que tu n'es plus l'underdog. Tu n'es plus le gars que personne connaît. Là, les gens te connaissent. Là, les gens, ils ont des attentes. Les gens viennent te voir. Dis là, jouer l'underdog, ça fait juste en fait que ça t'enlève de la responsabilité, ça t'enlève de la pression. Tu dis, bon, au pire, c'est correct. C'est un peu comme si tu étais trop chicken. Fait que dis là, il faut que tu assumes ce que tu es. Tu es prof à l'UDM, tu as une chaire, les étudiants d'un peu partout dans le monde viennent te voir, les gens s'attendent à quelque chose de toi. Fait que là, il faut que tu assumes. Puis ça, c'est ma deuxième transition dans laquelle je suis. OK, là, il faut que j'assume ce que je suis. Il faut que j'assume mon poste de professeur titulaire dans une université avec tout ce que ça implique. Tu as grandi, là. Tu es rendu à l'étape où tu es rendu grand. Exactement. Donc là, je suis rendu grand, je suis un adulte. Je dis encore, quand je veux être grand, je veux faire telle affaire, mais je pense que là, je suis pas mal rendu. Mais ça, c'est une transition qui est importante, que d'autres n'ont peut-être pas eu à faire. Tu sais, on a plein de collègues dans le milieu académique, dont le père, la mère, l'oncle, étaient des académiques qui ont été élevés dans cet élément-là. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste autre chose. Moi, je pense que de ne pas avoir été élevé dans ce milieu-là m'a enlevé énormément de pression. Peu importe, puis ça, c'est la façon dont mes parents m'ont élevé, mais mes parents ont toujours été fiers de moi. Là. C'est peut-être trop à certains égards, mais ça donne quand même une confiance puis une certaine bienveillance, on peut dire, par rapport au choix de carrière que tu pourrais faire. Mais ça m'a enlevé de la pression de ne pas avoir à marcher dans les traces de son père là, ou de sa mère. Puis ça, je pense que ça peut amener des belles histoires, mais ça peut en amener des moins belles aussi. Je l'imagine aisément. Parlons un petit peu plus de ces choix. Puis tu me dis, le bac STS, c'était un des programmes auxquels tu avais appliqué, mais est-ce que ça allait même de soi que tu allais aller à l'université? Je pense que pour plusieurs de notre génération, c'est le cas, mais... Oui, c'est intéressant, ça allait de soi. Et c'est ça. Puis, c'est comme c'est la ligne normale, là. C'est-à-dire que. Puis mes parents ne m'ont jamais mis aucune pression, mais dit, regarde, tu es relativement bon à l'école, tu as fait un cégep universitaire. Fait que là, tu t'en vas à l'université, puis on verra. C'est sûr que moi, il n'y avait aucun des choix que j'avais fait ou aucune des demandes que j'avais faites à l'université qui m'amenait vraiment vers un métier clair. Je n'avais pas de bac en éducation dans mes choix. Là. En gros, mes choix, c'était géographie, STS, philo, puis études littéraires. Là. Fait qu'il n'y avait rien dans ça là, qui était vraiment clair. Études littéraires, ça m'intéressait, j'aimais bien écrire, mais je n'avais jamais fini rien de plus qu'une nouvelle de, mettons, 3-4 pages. Géographie, c'était un peu trop obscur pour moi. Dans mon cégep, il n'y avait pas de cours de géo. Fait que c'est quelque chose, je me disais, ça peut être intéressant. Puis philo, philo, ça m'avait toujours intéressé au cégep. J'avais pris les cours de philo extra, bioéthique, c'est cool. C'est peut-être l'élément bioéthique, en fait, qui a fait en sorte que j'ai fait le bac STS parce qu'il y avait des éléments dans tout ça. Vraiment, quand je rentre au bac STS, je voulais soit devenir bioéthicien
ou bien aller faire la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM puis faire de la vulgarisation scientifique là, sur ces enjeux-là. Mais oui, ça allait de soi que j'allais aller à l'université. Puis après le bac, compte tenu que j'avais travaillé comme assistant de recherche tout le long du bac, c'était normal que je fasse une maîtrise. C'était normal après ça que je fasse un doc. Mais le choix des disciplines n'était pas celui que j'avais prévu au départ. J'avais toujours pensé que faire une maîtrise en histoire, ça n'avait aucun sens. C'est clairement ce que je suis allé faire. Puis ensuite, le marché des diplômés en histoire à l'époque, puis je pense encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque en particulier, là, au tournant des années 2000, était assez difficile. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller faire une thèse, mais je dois aller faire une thèse dans un domaine où je vais pouvoir avoir un poste de prof. C'était ça le but, là. Il était clair, là. Je veux devenir prof, c'est pas avec une thèse en histoire, c'est avec une thèse en sciences d'information ou là, statistiquement parlant. Fait que c'est là où moi, j'étudie la communauté scientifique. Donc, d'avoir ça comme objet te permet de faire des choix éclairés un peu sur ma carrière. Plus stratégique ou mieux informé certainement que d'autres. Puis c'est sans être cynique, parce qu'il y a moyen d'adopter une posture cynique. Quand on est sociologue des sciences, qu'on comprend les règles du jeu, on peut avoir une posture cynique complètement. C'est ce que j'essaie de ne pas adopter, puis surtout de m'assurer que mes étudiants et mes étudiantes n'adoptent pas ça. Mais ça permet de faire des choix mieux informés sur plein de choses qu'on est à la carrière scientifique. Je vais te sortir pour un petit moment des questions professionnelles. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours intriguée. Tu as été dans notre groupe, on travaillait ensemble là, à l'UQAM dans ce milieu-là des STS. Tu as été de notre groupe un des premiers, sinon le premier, je pense, à avoir des enfants. Oui. Parle-moi un peu j'ai transitionné là, dans notre question des choix puis des décisions qu'on prend, des décisions qui sont prises pour nous. Parle-moi un peu de cette transition-là, de ces choix-là qui ont été faits autour de la famille. Non, ça, c'est intéressant. J'ai eu des enfants assez jeunes. Donc, j'ai eu mon gars à 24 ans puis ma fille à 27 ans. Donc, au début, vers la fin de ma maîtrise puis au début de mon doc, en gros, là, au début de ma maîtrise, début de mon doc, puis j'ai toujours eu une certaine obsession, pas maladive, mais pour ma mort. Début vingtaine, j'avais l'impression que je ne passerais pas 22 ans. Sans qu'il y ait de raison, là. Mais c'est toujours du prolongement de l'adolescence. Ça t'amène à avoir des pensées un peu absurdes. On reviendra sur la maladie. Là, pas que j'ai frôlé la mort, là, loin de là, mais il y a des éléments quand même non triviaux dans tout ça. Je me suis toujours dit, je suis mieux d'avoir des enfants jeunes que vieux. Pas parce nécessairement que je vais mourir demain, mais moi, je veux jouer avec mes enfants. Je veux les amener au baseball, je veux les amener au soccer, je veux aller jouer. Moi, je suis un joueur, j'aime ça jouer. J'aime ça. De moi, un terrain, un ballon, je suis content. Là. De moi, un ordi aussi, puis je vais écrire, mais je vais peut-être avoir plus le goût d'aller jouer au ballon. Fait que si je veux être en forme, je suis mieux de les avoir jeunes que de les avoir à 40 ans. Parce que là, je ne sais pas trop dans quel état je vais être. Et puis, à 40 ans, on ne sait pas dans quel état. Non, mais exactement. Puis là, finalement, en toute franchise, j'étais en meilleure forme que je l'étais à 30 ans, mais ça, je ne pouvais pas le savoir à 25. Voilà. Tu n'as pas pris de chance. Je n'ai pas pris de chance. Donc c'était la chose logique. Ma blonde, elle venait d'avoir un poste de prof dans une école primaire. Donc, elle, c'était fait. Il n'y avait pas il n'y avait pas de problème. Elle allait avoir un revenu. Fait que là, il y avait ça, un socle sur lequel on pouvait s'appuyer. Et puis donc, ça s'est fait très, 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 très naturellement. Évidemment, je ne rentrais pas dans les détails de la grossesse, 2 grossesses qui étaient super, 2 beaux enfants, tout est beau. Mais quand mon fils est né, l'émotion que ça amène, il n'y a rien qui peut battre ça. Là. Moi, je revivrais en loup la grossesse puis la naissance des enfants. C'est les plus beaux moments. Il n'y a rien qui peut battre ça, selon moi. Là. Est-ce que tu as ressenti... je trouve ça... Ma mère m'a eu à 27 ans, a eu mon frère à 24 aussi. Fait que, c'est pas vraiment jeune, mais dans le milieu universitaire où on se trouvait, c'était plus jeune que d'autres. Moi, j'ai eu mes enfants à 34 et 37. Est-ce qu'à l'époque, ça a eu un impact sur les autres choix que tu faisais ou sur ton sentiment d'intégration sociale, si on peut dire, même parmi notre environnement?
Ben, je te dirais que c'est là où on entre. Tu vas toujours me ramener à la recherche malgré toi, mais bon, je travaille sur la place des femmes en sciences. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le fait d'avoir des enfants n'a pas le même effet pour les hommes et pour les femmes. Donc, moi, malgré mon jeune âge, à l'époque, le fait d'avoir mes enfants me classait comme étant quelqu'un de plus sérieux. Donc, j'ai eu plutôt des avantages, je dirais, par rapport aux enfants. Puis après ça vient structurer ta vie. Donc, moi, à 24 ans, mon gars, il naît. Et là, on habite dans un appartement sur Saint-Dominique qui n'est pas particulièrement grand, pas particulièrement petit. On aurait pu rester là. Puis là, il fallait changer d'auto. Parce que là, à un moment donné, l'auto commençait à être vieille et toute l'équipe. Fait que là, je m'en vais à la banque pour aller chercher un prêt auto. Je ne sais pas comment ça marche. Je dis, il faut que j'aille à la banque pour aller chercher ça. Fait que j'arrive là-bas, puis elle fait, si tu veux un prêt auto, je peux t'en donner un, mais ça n'a pas d'allure. Tu vas avoir du 9 d'intérêt. Va au concessionnaire et achète-la là. Mais elle dit, par contre, je veux te faire un prêt maison. Ah ouais. OK, ben c'est pas fou, ça. Fait que je suis sorti de là avec une hypothèque préapprouvée. Comme étudiant de maîtrise, là, je gagne 20 000 maximum. De bourse, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Véro gagne un peu plus comme enseignante niveau d'entrée. Et donc, on a une hypothèque préapprouvée. Et donc, le fait d'avoir des enfants a fait en sorte que je me suis acheté une maison à Montréal. Parce que c'était faisable à l'époque de s'acheter une maison à Montréal. Comme étudiant de maîtrise, les choses ont changé. Puis c'est là, il y a des éléments de chance qui rentrent en ligne de compte. Mais donc, les enfants, ça vient avec un tout. Puis donc, aussi, justement, ça vient structurer ta vie. Et là, vu qu'ils sont plus vieux, ça, je ne dirais pas que ça la déstructure, mais c'est pas la même chose. Puis bon, j'ai des amis qui ont des enfants du même âge, puis les enfants font plein de sport, puis ça vient structurer leur vie différemment. Moi, mes enfants ne font pas trop de sport, malgré mon insistance. Et donc, bon, ça fait en sorte que je n'ai pas à faire la navette à longueur de semaine. Tu n'as pas besoin d'être chauffeur de taxi. Tu peux te contenter d'être prof. Oui, exact. Puis peut-être trop, justement. Mais il y a aussi le fait que, bon, quand on habite en ville, là, bon, les enfants peuvent prendre le transport en commun. Donc, il y a une responsabilisation aussi qui se fait. Ma fille va à l'école en autobus de la ville. Mon fils allait au cégep à pied. Il s'en va travailler en autobus de la ville aussi. Donc, tout ça est... Vous avez choisi de rester dans la ville, de rester dans Rosemont, plutôt que de retourner à Repentigny ou dans une autre banlieue. Parle-moi un peu de ce choix-là. Ben, c'est un choix qui allait de soi, là. Bon, moi, tous mes amis, je suis encore très près de tous mes amis d'adolescence. On a une équipe de balle-molle qui s'appelle le Moutarde Chou, qui a gagné 5 championnats. On a un bel habit vert et jaune. Donc, moi, je vois mes vieux chums du secondaire et du cégep à toutes les semaines. Pendant l'été, on se voit à balle-molle. Pendant l'hiver, on se voit au hockey Cosum tous les jeudis. Donc, j'ai encore toute cette vie sociale. Mais ça, là où j'en ai, c'est que toutes ces personnes-là viennent de la banlieue et habitent à Montréal aujourd'hui. J'ai peut-être 1 ou 2 amis qui sont retournés, mais pour des raisons tout à fait légitimes, du style, ben, ils travaillent à Belleuil, donc ils sont restés proches de leur... ils sont allés habiter près de leur lieu de travail, ce qui est donc tout à fait approprié. Donc ça allait de soi qu'on allait rester en ville. Quand je suis arrivé en ville, à Montréal, donc en 1998, je me disais, bon, je vais faire ça, puis on verra, mais finalement, la ville... Montréal, c'est une belle ville. Hein. C'est une ville agréable. C'est une ville qui a tout à offrir. Puis bon, moi, dans la vingtaine, comme je disais, je jouais beaucoup de musique, je faisais des spectacles, donc il n'y avait pas de raison pour moi de sortir de la ville. Maintenant, si j'avais aujourd'hui 25 ans et que je devais trouver un endroit où élever une famille, bien, malheureusement, je ferais peut-être des choix différents compte tenu de la difficulté d'être capable d'acheter une maison. Du coup, qui est simplement, il y a beaucoup de mes voisins qui seraient incapables de se racheter eux-mêmes. Donc, s'ils veulent acheter leur maison, ils seraient incapables. Moi, je pense que je serais assez sérieux aussi. Là, donc, c'est pas trivial comme problème, mais ça a des conséquences structurelles sur on peut dire, le tissu social de la ville, puis le tissu social, on peut dire, globalement du Québec. Là. Je fais une petite parenthèse, puisque tu n'es plus l'underdog que tu croyais être. Bon, tu travailles maintenant à l'Université de Montréal. Est-ce que, sans vouloir briser de secret ou de confidentialité, as-tu déjà contemplé la possibilité de travailler ailleurs, oui. Peut-être recevoir des offres d'ailleurs dans le monde?
oui, c'est sûr que ça peut m'intéresser. Il y a un élément, évidemment, que je ne veux pas. Mes enfants habitent ici. Mes enfants sont très près de leur ville, sont très enracinés à Montréal. Et ça va être très, très, très difficile pour moi de bouger tant que mes enfants, disons, habitent avec moi. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même non trivial. Euh, L'autre élément, c'est que je pense qu'être prof d'université au Canada, c'est pas battable. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde qui donne des conditions aux profs aussi bonnes que celles qu'on a, avec des sabbatiques aux 7 ans. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. En Europe, ce n'est pas commun non plus. Tu peux en prendre aux États-Unis, mais tu ne seras pas payé, il faut que tu trouves une partie de ton salaire. Donc, on a vraiment une organisation qui est hallucinante. Aux États-Unis, la plupart des profs d'université sont sur une échelle de paye de 9 mois ou 10 mois, ce qui est bien parce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent supplémentaire, mais bon, c'est plus de travail, alors que nous autres, on est sur une paye de 12 mois. Donc, non, ce serait assez difficile. Évidemment, quand j'ai commencé ma carrière, disons, quand j'ai commencé à étudier la science comme objet social, j'avais toujours une vision très, très, très distanciée de mon objet. C'est-à-dire que moi, je suis formé en gros en sciences sociales, j'étudie un objet et je ne suis pas un activiste. Je ne veux pas prendre part. Et le plus je suis loin, le plus je peux développer des connaissances intéressantes. Mais à un moment donné, je pense que comme chercheur, on a une certaine responsabilité d'aller changer les choses, compte tenu justement qu'on a des conséquences, des connaissances, pardon, sur notre objet. Donc, il faut absolument que je mette la main à la pâte pour améliorer la société en fonction de ce que je sais. Et je prends de plus en plus de rôles comme celui-là, donc en étant directeur scientifique de la plateforme Érudit, en siégeant sur des conseils d'administration, etc. Mais je serais prêt à faire plus. Donc, vraiment, à un moment donné, là, puis je le sens que ça bouille un peu en moi, j'ai l'impression que l'action sociale va peut-être m'appeler davantage. J'ai aucune idée quelle forme ça pourrait prendre, mais puis j'ai l'impression que, encore là, la pandémie a un effet. Là, moi, de travailler de la maison non-stop comme je le fais depuis 2 ans, je commence un peu à m'ennuyer, de ne pas voir des gens, puis de remettre en question, donc, je dirais un peu l'utilité de ce que je fais. C'est encore utile, mais bref, oui, donc c'est davantage de ce point de vue-là. Maintenant, donc je le vois moins du point de vue une autre université qui te fait une offre que tu peux refuser. Honnêtement, ça serait bien top de me faire sortir de l'Université de Montréal qui m'a donné beaucoup. Mais il y a d'autres sphères, je pense, de la société. Ferais-tu le saut en politique, Vincent? C'est une très, très drôle de question. Mais non, évidemment, j'ai toujours pensé depuis 5 ans. Donc, depuis 5 ans, je dirais que c'est quelque chose qui suscite ma curiosité. Qui suscite ma curiosité. Je pense que j'en serais incapable. Je pense que je suis probablement trop sensible. Mais je regarde, c'est déprimant. Bon, on a commencé l'entrevue en parlant du fait que je suis l'actualité. Fait que, je suis au courant de tout ce qui se passe. J'ai une opinion sur à peu près tout. Mais c'est un milieu qui est tough et je pense qu'en particulier en ce moment, il y a un niveau de cynisme qui est absolument surréel. Peut-être qu'on a besoin d'air frais. Je pense qu'on a besoin d'air frais, mais je pense aussi que la génération qui va assainir l'air va avoir une tâche très, très, très difficile parce qu'on peut dire que pour le dire généralement, les forces antidémocratiques, pour y aller de façon générale, sont quand même assez fortes en ce moment. Et il y a un appétit, malheureusement, dans certaines sphères de la société pour ces forces antidémocratiques-là. Où là, ça devient difficile, parce que ça veut dire que un des éléments de consensus très, très forts de nos sociétés occidentales, c'est justement ça. Puis là, c'est en train de s'effilocher comme un ficello. Un ficello, la politique en fromage. Oui, exactement. Mais sinon, je peux imaginer que prendre ce genre de décision-là, que ce soit d'aller en politique ou juste d'être impliqué d'une façon ou d'une autre, là, davantage dans la sphère décisionnelle où on est plus visible, en tout cas, quel que soit l'organisme dans lequel on œuvre, je pense qu'il y aurait des sacrifices à faire. Ça, c'est clair. Non, mais il y a un élément. Quand j'ai accepté le poste de vice-recteur associé,
ma première crainte au départ, c'était est-ce que je peux continuer à faire de la recherche sur ce que je veux ou là, j'ai un poste qui est trop institutionnel pour aller critiquer. Finalement, bon, tout ça a bien été, mais c'était vraiment ma crainte principale. Il ne faut pas oublier que je me définis a priori comme étant un prof. Et avec ça vient, comme je le disais tantôt, une liberté totale. Je veux parler de tel truc, ben, en gros, je peux à peu près le faire tant que c'est dans mon champ d'expertise. Donc, il y a des sacrifices à faire, mais je pense qu'à un moment donné, si on croit dans quelque chose et si effectivement on veut améliorer la société dans laquelle on évolue, on n'a pas le choix, de les faire. Donc, c'est vraiment l'appel de la responsabilité là, que j'ai eu il y a peut-être, c'est ça, je dirais 5-6 ans, là, où là, la distance à l'objet est devenue un peu moins cruciale. Et un peu moins confortable, peut-être aussi. Oui. Hein, mais... oui, parce que là, tu dis... Devant l'urgence. C'est ça. Moi, j'ai des idées sur comment régler cet élément-là, mais je les garde dans ma sphère d'académique plutôt que d'aller les mettre en application ou de les diffuser sur le terrain. Fait que, j'essaie de le faire tranquillement. J'écris des chroniques. J'essaie de sortir des revues savantes. J'écris beaucoup d'éditoriaux en ce moment pour des revues qui ont besoin d'avoir l'autorité scientifique pour passer un certain message. Mais il y a définitivement plus à faire. Il va peut-être falloir te salir les mains. Effectivement, oui, se salir les mains, puis se faire des... Tu te souviens peut-être, Brigitte, des petites cartes qu'on avait faites pour nos directeurs à l'époque, là, avec des petites citations, puis il y en avait une très, 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 très forte, je trouvais, qui était « Qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'amis ». En gros, il faut parfois choisir son camp. Oui. J'ai hâte d'en reparler dans une prochaine conversation. Est-ce qu'il y a d'autres choix que tu as l'impression d'avoir fait ou des choix que tu n'as pas fait dans les peut-être 20 dernières années qui ont été déterminants pour la personne que tu es aujourd'hui? Il y a plein de choix. Il y a plein de micro-choix qu'on fait et on ne les réalise pas. Mais il y a des choix assez macro. Donc, moi, quand j'ai fini ma thèse, j'ai appliqué sur plein de postes. Un poste en sociologie à l'UQAM que je n'ai pas eu, un poste en sciences d'information à Ottawa que je n'ai pas eu, un poste en sciences de l'information à l'Université de Montréal que je n'ai pas eu. Et là, il a donc fallu que je fasse un stage, un poste à McGill en sciences d'information que je n'ai pas eu. Et donc, quand je n'ai pas eu ces postes-là, il a fallu que je fasse un post-doctorat. Ce qui était, pour moi, bon, ce n'est pas la fin du monde, mais j'étais vraiment déprimé parce que je m'attendais à pouvoir avoir un poste. Le post-doctorat, c'est une étape de transition. Tu veux rester le moins longtemps possible dans cette chaise-là parce que c'est une chaise qui paye mal, qui n'a aucune sécurité, etc. C'est un peu un sable mouvant aussi. Plus tu es assis longtemps dedans, plus tu t'enfonces. Moins tu peux t'en sortir parce qu'il y a comme une date de péremption, malheureusement, avec les nouveaux diplômés, là, où là, si ça fait 5 ans que tu as fini ta thèse, personne ne t'a engagé, puis là, les gens commencent à se poser des questions, fait qu'ils sont encore moins susceptibles de t'engager. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu déprimant dans tout ça. Et tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas t'en sortir. Fait que, bref, il a fallu que j'aille faire un stage postdoctoral aux États-Unis. J'avais bien choisi l'endroit, mais j'aurais aimé mieux pas le faire, mais rétrospectivement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que j'ai rencontré là-bas des gens formidables. Ma collègue Cassidy, avec qui j'ai écrit à peu près, et j'écris à peu près tout ce que je fais. Donc, ce stage post-doctoral-là que je n'avais pas choisi a été essentiel, je dirais, pour ma carrière et a fait en sorte qu'ensuite, donc, l'Université de Montréal m'a embauché. Et il y a un autre choix que j'ai fait qui, lui, c'est pas un non-choix, c'est un choix, c'est que quand j'avais 2 offres, une offre de l'Université d'Ottawa et une offre de l'Université de Montréal. Puis en réalité, j'en voulais aucune des deux. Je voulais avoir le poste en Sciences Po à l'UQAM que je n'ai pas eu. Puis rétroactivement, je veux dire, d'avoir été refusé à l'UQAM, c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver probablement, en fait, là, parce que l'UDM m'a énormément donné. L'UQAM m'aurait peut-être, mais je n'ai pas de contrefactuel pour savoir ce qu'on m'aurait donné. Mais voilà. Donc, il y a un élément de chance dans tout ça. Puis comme je l'ai dit tantôt, il y a des éléments de choix, mais il y a des éléments aussi où on peut dire que je fais souvent confiance. Je vais le dire d'une façon très cheesy, là, puis ça ne doit pas d'être ça comme extrait, mais je sais que tu vas t'en servir. Bref, je fais un peu confiance à la vie, je fais confiance à la chance. Puis bon, c'est pas la seule chose, mais il y a quand même
un élément dans ça où je me dis, bon, je me suis rendu au maximum, là, cet élément-là, je ne le contrôle pas. Puis on verra bien où je vais arriver, puis je vais sans doute être heureux dans cet endroit-là. Parlons des choses qu'on ne contrôle pas. Ouais. Tu as fait référence un peu vaguement à des enjeux de santé. Veux-tu m'en parler un peu plus? Oui, je peux parler de ça. Donc, moi, je tombe dans les pommes. Donc, c'est pas si dangereux que ça, mais ça dépend de ce que tu fais quand tu Ça tombes dans dépend où les tu pommes. tombes. Ça dépend où tu tombes, exactement. Puis là, bon, ça fait longtemps que ça m'est arrivé. Ça fait plus de 10 ans. En 2010, donc la dernière fois que je me suis évanoui. Mais à toutes les quelques années, jusqu'à il y a 10 ans, je tombais dans les pommes. Puis bon, la dernière fois que je suis tombé, c'est là que ça a fait le plus mal. Puis là, je fais tout pour plus jamais que ça arrive. Mais bon, je me suis pété à la tête. J'étais chez le barbier. Là, il me rasait. Puis il me faisait mal pendant qu'il me rasait. Fait que j'ai comme freaké. Je me suis évanoui, un choc vagal, c'est bien connu. Mais je me suis ramassé à l'hôpital. Puis là, pendant qu'il me prenait des prises de sang, je suis retombé encore dans les pommes. Mais moi, j'ai vu la ligne tomber. Tout le monde a vu ça. Fait que c'est comme si j'étais mort là, pendant une fraction. Évidemment, le cœur repart. Là. Choc vagal, c'est comme un reboot. Puis à un moment donné, la machine repart. Mais moi, ça m'a freaké. J'ai vraiment été extrêmement angoissé des suites de ça. Puis j'ai été angoissé des suites de ça pendant. Je le suis encore, je dirais, mais jusqu'à en fait que je me mette à la course à pied, qui a réduit de façon immense mon anxiété par rapport à ça. Je fais plein de tests. Finalement, je fais un peu de tachycardie, donc ça veut dire qu'il faut que je prenne un bêta-bloquant tous les matins pour, en gros, réduire mon rythme cardiaque, qui était souvent en fait au repos à 140. Donc, ce n'est pas tout à fait normal d'être à 140 au repos, mais la microdose de bêta-bloquant règle tout ça. Mais ça a comme fait en sorte de dire, OK, bon, j'ai toujours su que j'étais mortel, puis j'avais toujours cette idée-là. Mais c'est ça. Donc là, il faut que je prenne un peu plus soin, je pense, de mon corps, que je réduise l'anxiété, puis que je ne me mette pas dans des situations où je me sens contraint. Puis je sais que c'est en partie ça qui peut moi, me créer. C'est une anxiété immense où là, il faut que je sorte de là. Fait que, si tu veux me rendre fou, fais-moi donner une conférence assis et dis, tu ne peux pas te lever. Donc, moi, si je donne une conférence, il faut que je sois debout, il faut que je sois capable de bouger, ça me prend une liberté de mouvement. Ce n'est pas de la claustrophobie, mais c'est comme une forme de claustrophobie symbolique où est-ce que je ne peux pas bouger. Quand tu sens qu'on t'impose des règles sur la façon d'utiliser ton corps. Oui, on pourrait dire ça. Il y a plein d'analogies contemporaines à faire sur cet élément-là. Mais oui, c'est un peu ça. Je n'ai pas le contrôle là, sur ce que je peux faire. Puis je ne le fais pas de façon consciente. Là. Évidemment, là, on est à la radio, mais je gesticule beaucoup. Je parle avec mes mains, mes jambes bougent. Je ne peux pas être statique là, quand je parle. Et pourtant, on retourne à ce que tu disais au tout début, tu es probablement une des personnes, sinon la personne la plus jet-set que je connais. Pas mal moins jet-set que ça en a l'air en réalité. En tout cas, tu voyages énormément. Comment tu vis la question des voyages, des déplacements constants, d'être souvent dans l'avion, de te réveiller dans un hôtel où... c'est pas exactement une vedette rock, là, mais du point de vue universitaire, il y a un peu de ça dans ta vie, non? Oui, je dirais que je le vis assez bien. J'ai eu pendant longtemps beaucoup de difficultés avec le décalage horaire, particulièrement post-choc vagal puis tout ça. Là, donc, quand je me déplaçais, c'était pas rare qu'il y avait une nuit où je ne dormais pas. Zéro. Puis bon, à un moment donné, je revenais dans le cycle. Donc, j'ai toujours une anxiété de ne pas dormir quand je pars. Mais là, j'ai assez d'expérience pour savoir comment mon corps va se comporter puis comment être en mesure. Tu sais, la première nuit, quand j'arrive à l'étranger puis que j'ai du décalage horaire, il faut que je me tienne tranquille. Quand je pars de Montréal, j'ai ma routine. Je mange jamais dans l'avion. Tu sais, si tu prends tout ce que t'offre une compagnie aérienne, tu vas surmanger. Donc, écoute ton corps. Tu as déjà soupé à la maison. Tu n'as pas besoin de remanger à 9 heures. Là. À la maison, tu n'aurais pas remangé encore. Mais ça, c'est une question Fait que bref, non, mon corps vit assez bien avec ça.
la course aide encore parce que ça me structure tout ça. Je dis, OK, ben là, je suis arrivé, au moins, là, je vais courir, je vais dépenser mon énergie, puis je devrais être capable de bien dormir. Mais c'est pas mal moins jet set que ça en a l'air. Comment dire, l'avion, c'est pas l'université ne paye pas la première classe. Là. Donc, comment dire, je suis capable d'aller voir à quel endroit dans l'avion je vais être capable de trouver, peut-être être tout seul dans ma rangée pour être capable de dormir et tout ça, mais ouais, il y a toute une gestion des places qui doit être faite, mais il y a un beau côté dans tout ça qui est quand même important. Là. Le monde universitaire permet de voir des villes, permet de parcourir le monde. Là. Donc, moi, je vais avoir donné au cours des dernières années des conférences sur tous les continents. J'ai des collègues, j'ai des amis sur tous les continents. Donc, j'étais en Colombie la semaine passée. Ils nous ont gardé occupés. L'appétit des Colombiens pour les connaissances était absolument sublime. Donc, on a travaillé toute la semaine, mais le vendredi, on va aller vous faire visiter. Et là, on était dans l'auto avec notre collègue colombien qui avait amené sa fille. Et là, moi qui adore les enfants, là, tu parles avec l'enfant, tu la tiens par la main, c'est absolument superbe. Là. Et là, elle se souvient d'avoir passé une journée avec un Canadien. Puis moi, je vais me souvenir toute ma vie d'avoir passé une journée avec Ephraim et sa fille. Et donc, c'est formidable. Donc, il y a des liens qu'on peut faire qui sont absolument exceptionnels. Et les liens intellectuels, c'est fort, mais si on est capable en plus de combiner les liens intellectuels avec un repas, puis de parler de la vie en général, c'est pas battable. Et là, on voit les différentes cultures. On va en Chine, ça va être autre chose. Et là, bref. Non, c'est une immense chance. Je suis chanceux. Là. Il n'y a pas de... C'est magnifique. Puis j'admire que tu prennes le temps de l'apprécier, d'avoir cette gratitude-là pour cette expérience-là que tu as la chance de vivre maintenant. Mais tu travailles beaucoup pour. Mais c'est pas du travail. C'est du travail, mais c'est pas du travail. La job de prof, là, on te demande de découvrir des choses. Écoute, c'est vraiment... Il y a des fois que c'est du travail. Là. J'ai une lettre de... Mettons, j'ai 4 lettres de recommandation à écrire pour 4 étudiants que je ne connais pas tant que ça. Mais là, c'est du travail. Il faut que j'aille lire les dossiers, que je lise les CV. Il y a des éléments qui sont du travail. Mais la grande partie de ça, ce n'est pas du travail au sens labeur, au sens difficile. Non, ça peut être difficile, mais ce n'est pas quelque chose où je vais aller à reculons. Quand j'avais 11 ans, je passais les journaux. OK? Ça me prenait 45 minutes à tous les matins. Je passais la grosse presse. Il y en avait une trentaine à faire. Ça, c'était du travail. Tu te lèves de bonne heure, tu es fatigué, tu n'as pas le goût, c'est toujours la même affaire, il n'y a pas de surprise, c'est plate. Il n'y a pas d'innovation possible. Il n'y a pas d'innovation. Là, tu peux dire, j'ai un meilleur bicycle, je vais plus vite, j'ai une meilleure strap qui fait en sorte. Il y en a des innovations qui peuvent ergonomiques, si tu veux. Mais c'est du travail. Être prof d'université, écrire des articles, rencontrer des gens, être capable de parler, réfléchir à un sujet qui te passionne, c'est une chance. C'est extraordinaire. C'est un grand privilège. C'est un immense, effectivement, je pense que c'est le bon terme. C'est un immense privilège. C'est une grande chance. Je le souhaite à tous ceux et celles qui sont intéressés par ces questions. Quelle est ta plus grande fierté? C'est une bonne question. Il y en a quelques-unes, mais je vais commencer par une. Quand on a un étudiant ou une étudiante qui lui-même devient prof, moi, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai vraiment été assez fier de ça quand j'en ai 3, je pense, en ce moment, qui ont des postes de prof. Et ça, effectivement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, de voir justement qu'ils n'ont plus besoin de toi. Tu sais, puis ils viennent te voir de temps en temps, mais tu sais, non, moi, je fais mes affaires, puis c'est correct, puis exactement ça qu'il faut qu'ils se produisent. Donc moi, ça m'a rendu assez fier. Il y a des politiques qu'on a adaptées à l'Université de Montréal qui m'ont rendu assez fier aussi parce que j'avais contribué à les pousser. Donc, j'ai quand même beaucoup de fierté, un certain nombre de fiertés professionnelles. Mon premier livre, j'étais assez content. Là, j'ai un autre livre qui va sortir au début de 2023. Donc, je suis quand même assez fier parce que justement, il était difficile. C'est un livre qui nous a pris 7 ans à écrire.
et qui, ouais, dans lequel il y a pas mal, il y a pas mal de travail. Du point de vue personnel, je pense que je suis assez fier de la relation que j'ai avec mes enfants. Mais je pense que mes enfants vont bien, ils ont leurs enjeux, mais c'est des petites personnes assez, des grandes personnes. Là, Les mon fils jeunes a personnes. 18 ans. Oui, oui, de jeunes adultes et de jeunes femmes et jeunes hommes qui sont très bien et qui ont aucune malice. J'ai jamais, ça j'ai jamais été fâché contre mes enfants parce qu'ils avaient fait quelque chose de méchant. Puis ça, je dis, OK, j'ai dû faire de quoi de pas trop dans ça. Ils sont peut-être un peu trop gentils. Ils sont pas naïfs, mais bon. Mais ils n'ont jamais été mesquins. Puis il y a peut-être des trucs générationnels. Mes enfants, j'ai l'impression que les enfants sont plus gentils que les enfants de nos enfants contemporains. La mesquinerie qu'il y avait dans les écoles secondaires et primaires de Repentigny dans les années 90, c'était quand même assez intense. Et mes enfants n'ont pas vécu ça dans les écoles de Montréal. Et je pense que c'est en grande partie générationnel, puis une prise en compte par la société qu'il y a des affaires qu'on ne fait plus. Il y a des types de personnes qui ont ri plus. Il y a des comportements qui sont inacceptables. Puis je pense que les choses se sont améliorées. Bref, je suis plutôt fier de leur gentillesse. Si ça Ah peut, non, mais c'est vrai, c'est vraiment, vrai. ouais. Ouais. As-tu des regrets? Ouais, j'ai quand même certains regrets. J'ai des amis que j'aime beaucoup, que je vois beaucoup moins. Tu sais, malgré le fait là, que je parle d'amis que je vois tout le temps, puis c'est vrai que j'en vois encore, ma vie sociale, elle est grande. Il y a des gens que je vois beaucoup moins, voire que je vois presque pas, parce que je travaille trop. Donc, le travail prend une place immense, puis c'est difficile de lui en faire prendre moins. Et puis bon, quand j'étais petit, tout le monde, je dis à mon papa, tu travailles trop. Puis dans ma tête, c'est quelque chose d'abstrait, mais tu comprends très bien. Puis après, je comprends mon père aujourd'hui d'une façon où je ne pouvais pas le comprendre quand j'avais 20 ans, puis même 25 ans. Là. Donc oui, puis je dirais que mes regrets ne sont pas si forts aujourd'hui, mais je sais que je vais avoir des regrets. Donc, puis je sais pas mal lesquels. Puis je viens de les dire. Donc c'est des éléments qui, bon, à 40 ans, je pense que c'est peut-être le moment de faire on peut dire une évaluation de ce que je peux changer. Puis je sais que travailler moins, c'est peut-être pas si fou que ça. Ou travailler différemment à tout le monde. Maintenant, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Tu sais, si on objective tout ça, mon père, il n'amenait pas de travail à la maison. C'est pas parce qu'il ne voulait pas travailler, mais on ne lui donnait pas d'ordinateur portable. Le type de travail ne se faisait pas à la maison. Là, la pandémie, mais même avant ça, le fait qu'on a des téléphones qui sont liés au travail tout le temps, des ordinateurs qui nous liés au travail tout le temps, fait en sorte que le travail n'a pas de fin. Et donc, alors que le travail structurait une partie de la journée de 9 à 5, là, ou 8 à 5, là, le travail, ça peut être, puis c'est pas mauvais, mais je peux commencer de 7 à 9 le matin, après ça, je vais courir 2 heures, après ça, je reviens, mais là, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de place pour d'autres loisirs ou pour d'autres moments en famille, par exemple. Le travail réussit à s'incruster dans les interstices de notre vie davantage, certainement que... Partout, dans tous les emplois qui ne sont pas associés à un lieu, ont cette capacité-là. Puis je pense que de tous ces emplois-là, le monde universitaire est probablement le pire parce qu'une grosse partie, tu sais, comment on s'évalue, nous, les académiques? C'est pas nécessairement en termes de salaire. C'est en termes de contribution à la science. C'est en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon de capital symbolique. C'est un capital qui a juste la valeur dans le champ scientifique. À l'extérieur du champ scientifique, on dit à quelqu'un, j'ai publié en telle revue, on dit, bah, bravo, mais moi, ça ne me dit rien. Puis on va te demander combien ça t'a payé. Tu vas dire, non, ça ne me donne pas d'argent. Pourquoi tu as publié là? Donc, même les chaînes de référence ne sont pas les mêmes. Donc, le monde académique, puisqu'il est basé sur un capital qui est intangible, qui n'est pas basé sur de l'argent, fait en sorte que tu veux toujours aller en chercher plus parce qu'il se multiplie à l'infini. Donc voilà, c'est ça à quoi il faut faire attention. On est assez chanceux au Québec et au Canada parce qu'on a un système universitaire qui, je dirais, qui nous rend moins
on n'a pas le même type d'incitatif que dans d'autres pays. On est relativement bien payé. Il n'y a pas une course aux primes comme ce qu'il va y avoir ailleurs. Il n'y a pas de course effrénée, on pourrait dire, à la publication comme il y a dans d'autres pays où effectivement, les dérives sont plus importantes que ce qu'on a chez nous. Parlons donc de l'avenir et tu es un fin analyste de ces phénomènes-là, de comment on comprend comment le passé, même une formation en histoire pour le prouver, comment le passé peut déterminer notre avenir. Parle-moi un peu de comment tu vois, tu l'as évoqué quelques fois, les prochaines 40 années de ta vie. Alors, on va supposer ici, là, je sais que Vincent, adolescent, pensait qu'il n'allait pas se rendre à 22 ans, mais on va juste supposer ici que tu vas te rendre à 80, mettons, au moins. Oh, ouais. Parle-moi des prochaines 40 années de ta vie. C'est une excellente question. Depuis, je dirais que je suis prof, je me projette moins dans l'avenir au sens où j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné, on peut dire. J'ai encore des objectifs professionnels, mais ils changent beaucoup. En ce sens où ils ont changé beaucoup au cours des 10 dernières années. Donc, il y a vraiment, puis je l'ai mentionné tantôt, fait que je ne veux pas trop le répéter, je pense que je vais davantage passer de temps à essayer de régler des problèmes plutôt que de les étudier. Donc, il y a un élément d'application de ce que j'ai fait au cours des 20 quelques dernières années. J'ai aussi besoin de projets autres que des projets académiques. Puis ça, ce n'est pas encore tout à fait clair en quelle direction ils vont aller. Mais tu sais, bon, moi, j'ai parlé de ma maison en ville. Je suis peut-être dû pour changer de maison. Puis rebâtir une maison. Ça, c'est des drôles de projets, mais c'est juste que ça te fait faire autre chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites, puis je vais parler de la course un peu, où je me mets dans une situation où je n'ai pas le choix de faire quelque chose. Donc, pour agir, des fois, il faut être un peu mis sous la contrainte. Donc, si demain matin, j'ai à courir 20 km, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais courir 10 dans une direction. Puis là, je dis, bien là, la rivière, t'es poignée, il faut que tu reviennes. Fait que tu es tout aussi bien de courir. Fait que là, ça me force à courir les 20. Fait que il y a une partie, je pense, des projets qu'il faut que je fasse où il faut que je me mette dans une situation où je n'ai pas le choix d'agir. Fait que, tu sais, demain matin, je pourrais dire, OK, je vais vendre ma maison, ce qui va faire en sorte que je suis obligé d'en acheter une autre, ce qui veut dire que là, j'ai à avoir un projet qui n'est pas un projet de travail, parce que justement, ça prend toute la place. Fait qu'il faut que je trouve une façon. Donc, je n'ai pas une réponse tout à fait claire par rapport à l'avenir, parce que ce n'est pas tout à fait clair nécessairement non plus ce que je veux faire quand je vais être grand, mais il faut que je me mette dans une position pour faire autre chose, parce que sinon, donc, ça prend un espace immense. J'ai parlé des enfants tout à l'heure. Mes enfants sont arrivés à un âge où ils ont moins besoin de moi pour certains trucs, mais ils ont aussi énormément besoin de moi pour d'autres. Et c'est là où il faut que je trouve, j'étais, je pense, un père relativement approprié malgré les livres de Guy Delisle pour des jeunes enfants. Parce que j'ai fait rire, j'ai fait jouer, c'est le fun. Pour des adolescents et des jeunes adultes, c'est autre chose. Puis là, il faut que je trouve un peu comment être le papa d'adulte. Mes parents étaient grands-parents à 48 ans. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Puis je sais mais ce que je sais par ailleurs, c'est que la journée où je suis grand-papa, il y a bien des affaires qui vont changer. Parce que là, je vais retomber probablement dans un mode où j'ai quelqu'un de qui il faut que je prenne soin. Donc ça peut orienter les choses. Puis donc, évidemment aussi, moi, j'ai encore mes parents. Donc, s'il y avait 48 ans, quand moi j'en avais 24, ben, ont maintenant 67 ans. Ma mère a 67, mon père a 66, va avoir 67 dans 2 semaines. Et donc, je vais-tu avoir à m'en occuper? Évidemment, les parents disent, non, non, je ne veux jamais que tu t'occupes de moi. Je veux, mais non. S'il arrive de quoi, je sais qu'il va falloir que je sois là. Puis mes parents ont pris soin de moi d'une façon exceptionnelle. Je ne peux pas concevoir ne pas prendre le relais puis ne pas leur rendre l'appareil à un moment donné. Donc, il y a énormément d'impondérables, mais la beauté, c'est que professionnellement, le monde universitaire est super, je vais toujours m'amuser là, mais il va évidemment y avoir autre chose qui devrait, en fait, structurer mes semaines.
Je te pose une dernière question. Quel héritage souhaites-tu léguer? Du point de vue professionnel, là, il y a énormément de trucs sur lesquels je travaille qui visent à rendre la science meilleure, à rendre la science plus inclusive, à rendre la science plus disponible, la science plus ouverte. Et puis, je ne peux pas concevoir prendre ma retraite sans avoir amélioré ces éléments-là, sans avoir contribué à rendre tout ça mieux. Je fais partie des rares personnes, disons, on est une couple dans le monde qui s'intéresse à ces enjeux-là, peut-être plusieurs centaines, mais on a tous nos points on peut dire, de spécialité. Je suis une des rares personnes qui touche à peu près à l'ensemble des enjeux d'équité dans le champ scientifique, équité de participation, équité d'accès. Et on a tout ce qu'il faut en ce moment technologiquement pour améliorer la science. Le problème en ce moment, il est organisationnel, il est sociologique. Et comment on peut aller changer ça? Bien, c'est plus juste en parlant, c'est vraiment en prenant le bâton de pèlerin et en faisant du travail, on pourrait dire en partie dans le champ politique pour convaincre les gouvernements que c'est la même chose. On décide collectivement, les gouvernements et la société dépensent des milliards de dollars en recherche, puis ces investissements-là ne sont pas, on pourrait dire, sont pas optimisés. Puis bon, on entend le gouvernement parler, il faut améliorer la commercialisation. Oui, mais ce n'est pas la seule chose. C'est quand on fait de la science, on améliore la culture, on améliore la société. L'acte de faire de la science, l'acte de faire de la recherche fondamentale, il est important. C'est par là qu'on forme des esprits critiques, etc. Donc j'aimerais ça léguer un héritage dans tout ça, donc d'avoir contribué à bâtir des institutions à l'échelle canadienne, à l'échelle québécoise, à l'échelle internationale, qui permettent d'améliorer tout ça. Puis bon, du point de vue personnel, j'espère que mes enfants, puis en ce moment, ça marche, on voit, vont être des bonnes personnes puis contribuer positivement à la société. Là. Donc, ça, c'est un élément qui, pour moi, est essentiel. Quand je les vois, ils ont déjà une bonne idée, on peut dire, du bien commun. Mes enfants, particulièrement mon fils, lit le journal à tous les matins, s'insurge devant telle affaire, trouve génial l'autre bonne nouvelle. Et donc, c'est ça, s'assurer que les enfants laissent quelque chose de bon eux aussi. Merci, Vincent, pour avoir partagé avec moi ta trajectoire. J'apprécie beaucoup ton analyse, mais la clarté de ta vision sur ce qui est ta propre vie. C'est peut-être le bon et le moins bon côté de pratiquer dans les sciences sociales. C'est que souvent, on a beaucoup de réflexivité. Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, c'est qu'on essaie de ne pas trop se compter de raconter de blagues. Hein. On est capable de s'objectiver puis voir ce qui va puis ce qui va un peu moins bien. Mais oui, ça me fait grand plaisir. C'est un exercice très intéressant et beaucoup moins angoissant que ce que je pensais. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 10e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, @laquarantaine.balado. Vous pouvez aussi m'écrire à bonjour@laquarantaine-balado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantaine-balado.com et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.